Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire concernant la révision de la norme NFP 01012. Nous allons en 30 minutes vous présenter les changements majeurs à venir. Je suis Noémie Marchal, responsable marketing, infrastructure et construction pour le groupe APAV. Et j'ai le plaisir de passer 30 minutes avec Pierre Martin, qui est spécialiste national enveloppe du bâtiment dans le groupe APAV, mais également président de la commission de normalisation AFNOR P01A, qui régit donc cette nouvelle norme, la révision de cette nouvelle norme que nous allons voir. Bonjour. Au sommaire de ce webinaire, nous verrons pourquoi la révision de cette norme. Nous verrons également les modifications majeures. Nous ferons 4 focus, donc un focus sur les risques de basculement, un focus sur les risques de passage au travers, sur les risques d'insuffisance de résistance mécanique et sur la durabilité. Nous verrons le calendrier d'application et Pierre nous fera une petite conclusion avant d'aborder les questions-réponses. Avant de débuter, juste quelques informations pratiques. Vous avez à votre disposition un chat. N'hésitez pas donc à poser vos questions tout au long de la présentation. Un temps à la fin du webinaire sera dédié. On répondra à la majorité des questions que le temps nous permettra. Et également, vous avez un onglet sondage. Donc, tout au long de la présentation, il y aura quelques sondages pour savoir, par exemple, si vous souhaitez la présentation en PDF ou si vous souhaitez participer à une future formation. Voilà, donc les réponses se feront dans l'onglet sondage. Dernière information pratique, le replay vous sera transmis à la fin de l'événement. Je vous souhaite une très bonne présentation et je laisse la parole à Pierre. Alors, pourquoi la révision de la NFP 01012 ? Alors, c'est la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, la DHUP, au sein du ministère du Logement, qui a demandé à la commission de normalisation P01A la révision de la norme en réponse aux alertes depuis 2005 de la commission de sécurité des consommateurs, qui est devenue l'INC aujourd'hui, et qui recense malheureusement 300 défenestrations de jeunes enfants en France par an. Alors, ce que considère la commission de sécurité des consommateurs suite à leur analyse, c'est que les garde-corps sont considérés comme insuffisants vis-à-vis de la possibilité de franchissement traversier ainsi que de l'escalade par les enfants. Et la norme est trop soumise à interprétation et trop complexe, considérée comme trop complexe pour l'ensemble des professionnels. D'autre part, la version actuelle de la norme nécessitait une révision puisque elle a aujourd'hui 36 ans, elle date de 1988. Parallèlement aux travaux de normalisation, en juillet 2021, un nouvel article du Code de la construction et de l'habitation est paru, c'est l'article L134-12, qui indique que les bâtiments sont conçus et construits de manière à éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes dans le cadre d'un usage normal. Donc le terme « éviter » est assez fort dans cet article. Alors, quelles sont les modifications majeures de cette nouvelle version de la norme ? L'orientation du texte a changé. La version de 88, c'est une norme descriptive de disposition géométrique des garde-corps, alors que la version à venir de 2024 est une norme définissant la fonctionnalité garde-corps dans les bâtiments pour les éléments de protection. Donc ça, c'est un nouveau terme. Les éléments de protection sont les garde-corps, les allèges, les costrats, les cloisons, c'est-à-dire l'ensemble des ouvrages qui vont participer à la protection des personnes vis-à-vis des risques de chute dans le vide. Et donc, on va demander à ces éléments de protection une certaine limitation des risques de basculement par-dessus l'élément de protection, de passage à travers l'élément de protection, au moyen de dispositifs incluant notamment la géométrie de l'élément de protection et sa résistance, et puis sont introduits également des critères de durabilité. Le titre de la norme a changé, la version actuelle est règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier.
La version 2024, le titre est « Solutions techniques relatives aux éléments de protection visant à limiter le risque de chute accidentelle de hauteur des personnes dans le cadre d'un usage normal des bâtiments ». Donc la norme devient une solution de référence en réponse à l'article de loi, l'article L134.12 du CCH. Le domaine d'emploi d'application est inchangé. Il s'applique toujours aux constructions neuves et leurs abords, c'est-à-dire l'édification des bâtiments nouveaux ou l'extension de bâtiments anciens. La norme ne traite pas du risque de prévention de chute accidentelle du personnel de maintenance, d'exécution et d'exploitation, et également au droit des installations pour spectateurs relevant de la NFEN 13200-3. Le principe de sécurité est inchangé. Un élément de protection est mis en œuvre toujours lorsque la hauteur de chute est supérieure à 1 mètre. Le texte est simplifié, et c'est l'objet de cette présentation. La version de 2000, la partie normative sur la version actuelle comporte 25 pages, alors que la version de 2024 en comporte 19. La nouvelle version comporte 2 annexes, l'annexe A qui donne des informations utiles et complémentaires à la norme et l'annexe B qui va donner des exemples d'application des différents gabarits qui sont introduits dans cette nouvelle version de la norme. Alors, vis-à-vis du risque de basculement par-dessus l'élément de protection, le paramètre essentiel est la hauteur de l'élément de protection. Donc, dans la version de 88, on déterminait cette hauteur à partir d'une zone de stationnement normale et d'une zone de stationnement précaire. Alors, depuis la première version de la norme en 1957, beaucoup de cas particuliers ont été introduits, conduisant à trop d'interprétations et à un texte qui est relativement complexe avec des exigences disparates. Là, ce que vous avez à l'image, c'est des extraits, bien sûr, de la norme avec tous ces cas particuliers. Dans la version 2024, l'approche est totalement modifiée. On va déterminer une hauteur minimale de l'élément de protection à partir de la zone d'activité en fonction de l'épaisseur de l'élément de protection. Alors, la zone d'activité, c'est un nouveau terme. C'est une surface sur laquelle se développent des activités humaines normales, conformes à l'usage du bâtiment, comme par exemple des circulations piétonnes. Et donc, cette hauteur est fonction de l'épaisseur. Donc, l'épaisseur est mesurée à 70 cm de la zone d'activité, comme sur la figure de gauche que vous avez à gauche. Et puis, la hauteur est égale à petit h, c'est un paramètre qui est fonction de l'épaisseur. Donc ça, c'est inchangé, c'est le même tableau que dans la norme actuelle, à la différence près que la hauteur minimale des éléments de protection sera de 0,8 contre 0,7 dans la version actuelle. Cette hauteur minimale peut être rehaussée. Elle peut être rehaussée de la hauteur des éventuels appuis qui pourraient permettre de se tenir en équilibre assisté. Donc, à la fois sur l'élément de protection et dans son environnement intérieur, jusqu'à une distance intérieure de 60 cm. Et donc, ces appuis vont être déterminés à partir d'un gabarit B en forme de losange qui a les dimensions d'un pied d'adulte. Et lorsque l'on va pouvoir poser le gabarit sur soit l'élément de protection ou soit sur un élément qui est dans la zone d'activité, on rehaussera l'élément de protection de la hauteur de l'appui. Alors la différence par rapport à la version précédente, c'est que on allait chercher des appuis sur 45 cm de hauteur. Là, la norme indique une recherche des appuis sur 60 cm depuis la zone d'activité. La hauteur minimale H peut également être rehaussée en fonction des dénivelés intérieurs qu'on va aller chercher jusqu'à une distance de 1,60 m derrière le garde-corps. Donc, ces dénivelés, ça peut être des planchers en dénivelé derrière ou des marches d'escalier. Et donc, la norme permet de tracer une courbe qui est assez simple, qui a une pente de 45 degrés
Et donc, dès qu'on a un appui, donc ça sur la figure du bas, dès qu'on a un dénivelé, comme le dénivelé qui est en vert, qui dépasse cette courbe, eh bien, on va rehausser l'élément de protection de la hauteur du dépassement du dénivelé par rapport à la courbe. Alors, vis-à-vis... Ah, Pierre? Désolée, je pense qu'on a perdu Pierre. Est-ce que tu nous entends, Pierre? Alors, la technique n'a pas suivi. Désolé. On t'a juste perdu au niveau du titre. Voilà, alors je reprends. Donc, vis-à-vis du risque de passage au travers l'élément de protection, eh bien, le paramètre essentiel, ça va être les vides maximaux qu'on va pouvoir avoir dans l'élément de protection. Donc, dans la version actuelle de 1988, on a des exigences qui sont disparates en fonction du type de remplissage. Si on a des baraudages verticaux, horizontaux, orthogonaux ou autres, on retrouve des limitations de vide dans certains cas de 11 cm, 18 dans d'autres, 5 dans d'autres, ou alors avec un gabarit de 11 par 25 dans certains cas. La version de 2024 uniformise l'exigence, quelle que soit la forme du remplissage, et donc il y a l'introduction de 3 gabarits. Le premier, c'est pour le cas général, c'est le gabarit T1, c'est une sphère de 11 cm de diamètre qu'on va appliquer sur la hauteur de l'élément de protection et donc qui ne devra pas passer à travers l'élément de protection. Dans le cas particulier des garde-corps, on admet la possibilité de ne pas faire passer un gabarit qu'on appelle le gabarit T2, qui est une sphère de 18 cm qu'on va appliquer à 80 cm de la zone d'activité jusqu'à la hauteur du garde-corps. Donc, c'est grosso modo, c'est sous la main courante, on admet un vide de 18 cm. Et puis, on a un dernier cas particulier, c'est le gabarit T3 pour les remplissages par maille répétitive. C'est une sphère de 5 cm de diamètre. Alors, les discontinuités maximales de la partie supérieure des garde-corps sont limitées à 5 cm. Donc, on ne peut pas avoir d'interruption de main courante supérieure à 5 cm. Vis-à-vis du risque d'insuffisance de résistance mécanique de l'élément de protection, dans la norme NFP 01012 de 88, il n'y a aucune exigence. Dans la version actuelle, on va traiter de la résistance mécanique et on va définir les charges pour l'ensemble des éléments de protection du bâtiment. On va définir des charges statiques, horizontales vers l'extérieur et vers l'intérieur qui sont appliquées à 1 mètre de la zone d'activité, qui sont définies en fonction de l'Eurocode 1. Et puis, on va définir des charges dynamiques. Donc ça, c'est des charges de corps mou. Vous voyez la photo, c'est un sac de 50 kg qu'on fait tomber d'une certaine hauteur. Donc c'est ce qu'on appelle communément l'essai de la belle-mère. Et donc là, la norme précise clairement que pour les garde-corps, tout type de garde-corps, on va appliquer les charges de la NFP 01013, qui a également été modifiée, mais c'est simplement une mise en forme pour être en cohérence avec cette nouvelle norme NFP 01012. Pour les façades extérieures, eh bien, ce sont les charges de la norme P08302, et pour les murs intérieurs des bâtiments, en absence de règles spécifiques qui sont définies dans les DTU afférents aux ouvrages, on va appliquer cette même norme, donc la norme P08302. Vis-à-vis de la durabilité de l'élément de protection, la norme actuelle ne définit aucune exigence. Des critères sont introduits dans la version de 2024 et les éléments de protection sont conçus de manière durable selon leur référentiel de conception. Donc, c'est-à-dire qu'on va, les ouvrages devront respecter les critères de durabilité qui sont définis dans chacun de leurs DTU. Donc, par exemple, pour une façade rideau, on va retenir les critères de durabilité du DTU 33.1. Pour une façade ossature bois, ça sera celui du DTU 31.4. Alors, la norme demande également une durabilité des dispositions géométriques. C'est-à-dire que les vides présents dans l'élément de protection, qui sont évalués à l'aide des gabarits B, T1, T2, T3, ne doivent pas être augmentés dans le temps.
Donc là, une vigilance devra être apportée dans la conception des ouvrages, notamment, par exemple, pour des câbles qui sont mis dans des remplissages qui pourraient se détendre, au phénomène de retrait des profilés en bois, voilà, puis il y en a forcément d'autres. Alors, j'en ai fini pour la présentation de la norme. En termes de calendrier d'application, la norme sera théoriquement publiée le 22 novembre de cette année. Alors, pour la date d'application, pour les travaux qui sont soumis à autorisation d'urbanisme, lorsque le dépôt du PC ou la déclaration de travaux est après le 1er juin 2025, eh bien, les marchés de travaux seront établis avec la version de 2024. Et antérieurement au 1er juin 2025, eh ben, on laisse le choix au concepteur et au maître d'ouvrage de choisir soit la version de 88 ou de 2024. Pour les travaux qui ne sont pas soumis à autorisation d'urbanisme, eh bien là, c'est la date du 1er janvier qui est décisive. C'est-à-dire que les marchés de travaux qui sont établis eh bien, après le 1er janvier 2026. Décidément, Pierre, je crois qu'on t'a reperdu. Navré pour cette interruption. Pierre, est-ce que tu peux te reconnecter? Alors, écoutez, désolé, je suis revenu. Oui, oui, c'est bon. Alors, les travaux non soumis à autorisation d'urbanisme, c'est la date du 1er janvier pour l'établissement des marchés de travaux. Donc, ceux qui sont établis après le 1er janvier, ça sera la version de 2024. Et avant le 1er janvier, on a une période transitoire où on peut utiliser les deux normes. Le but est d'aider à la GSB pour écouler les stocks. Alors, en conclusion, en réponse à la demande de la DHUP et à l'article L134-12 du CCH, la version de la norme 2024 comporte des exigences. Pierre, ça a ressauté. Je suis vraiment désolée. On avait pourtant bien testé la connexion avant le webinaire. Pierre? Ouais, vraiment désolé. Bon, vraiment désolé. Donc, voilà. Bon, alors la version 2024 donc, comporte des exigences homogènes et simplifiées qui nécessitent un temps d'adaptation pour les concepteurs et les acteurs de la construction, d'où la date d'application au 1er juin 2025. Vis-à-vis du risque de défenestration des jeunes enfants, la norme apporte une nette amélioration vis-à-vis de la limitation du risque de passage au travers l'élément de protection. Par contre, vis-à-vis du risque d'escalade, aucune réponse raisonnable n'est possible par les dispositions constructives. Alors en effet, les exercices menés dans une école maternelle et élémentaire ont démontré que pour obtenir une réelle efficacité, l'augmentation de la hauteur devait être très importante et incohérente avec les hauteurs d'allège de fenêtres ou de garde-corps que l'on retrouve généralement dans les bâtiments, c'est-à-dire avec des dimensions, des hauteurs bien supérieures à 1,50 m. Alors en conclusion, éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes telles que l'exige l'article L134-12 du CCH n'est possible que par la conjonction de dispositions constructives limitant le risque de chute tel que spécifié dans la NFP 01012 et d'un comportement adapté des usagers face à ce risque. Donc pour certains usages, notamment en présence d'enfants, il est nécessaire d'informer les usagers du risque et dans les milieux où les défenestrations sont les plus fréquentes, eh bien, il faut permettre aux usagers une aide à la surveillance en limitant l'accès au vide par des dispositifs adaptés comme des poignées à clé, par exemple, sur les ouvrants. Alors, en résumé, l'incidence des modifications de la norme sur la conception des éléments de protection reste limitée, mais nécessite une appropriation de cette norme par les acteurs de la construction. Sur l'élément de protection en lui-même, la plainte qui était de 45 passe à 60 cm. Il est nécessaire d'être vigilant sur la présence des appuis parasites qui sont déterminés par le gabarit B.
Et puis, concernant les vides maximaux dans l'élément de protection, eh bien, la conception architecturale des remplissages devra être travaillée avec les gabarits T1, T2, T3. Donc, c'est une modification de la façon de travailler. Le deuxième point important, c'est l'information des usagers. Alors, la commission de normalisation AFNOR P01A a alerté les pouvoirs publics sur la nécessité d'informer les usagers face à ce risque de chute, notamment pour les jeunes enfants qui pourraient être livrés à eux-mêmes. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour cette présentation. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Pierre. Donc plus de coupure Internet, j'espère, pour terminer sereinement. J'ai publié un premier sondage, certains l'ont déjà vu. Voilà, si vous souhaitez recevoir la présentation par mail, parce qu'il y a quand même pas mal de data chiffrées et de data un peu précises, voilà, n'hésitez pas à aller dans l'onglet sondage. Si vous cochez oui, on a votre adresse mail et on vous la transmettra. Et je le répète pour ceux qui sont peut-être arrivés un peu en retard ou qui n'ont pas entendu, le replay vous sera automatiquement envoyé par mail. Alors, je vois que vous répondez dans le chat. Bon, le sondage ou le chat, en tout cas, je retrouverai si vous souhaitez recevoir la présentation. Rapidement, un point sur une prochaine conférence donc qui sera au CIMI, au Salon de l'Immobilier à Paris. Nous réalisons une conférence sur l'économie circulaire concernant les projets de rénovation et de réhabilitation. Donc, si vous êtes présent à ce salon au Palais des Congrès en décembre, nous serions ravis de vous rencontrer. Donc, ce sera mercredi 11 décembre de 11h30 à 12h30. Alors, Pierre ne sera pas là, mais voilà, nous aurons d'autres experts de la PAV. Également, je vous en parlais en introduction. Donc, ces 30 minutes de présentation sont vraiment une vision très macro des changements à venir. Une formation va très vite arriver, donc une formation dispensée par APAV. Il y aura 2 formats, une demi-journée ou une journée. Et ces formations auront vraiment pour but de lire entre les lignes de la nouvelle version de la norme. Donc, petit sondage pareil, n'hésitez pas à nous dire si ça vous tenterait, en tout cas d'être informé de cette formation qui rentrera bien évidemment plus dans les détails que ce que Pierre vous a présenté. Je vais publier le sondage et voilà, comme ça on pourra vous contacter et on pourra vous transmettre l'information lorsqu'elle sera disponible. Place aux questions-réponses. Il y en a eu plusieurs, Pierre. Alors, je vais en prendre quelques-unes. Alors, si j'ai bien compris, cela ne concerne pas les garde-corps pour les intervenants maintenance, toi par exemple. Et Pierre, ton micro est coupé. Voilà. Oui. Alors, exactement. Cette norme ne sert pas, n'a pas vocation à prévenir le risque de chute des intervenants. Donc là, il y a une norme spécifique pour ça, la P85-015. Plusieurs questions concernant la disponibilité de cette norme. Alors, cette norme, le but aujourd'hui des pouvoirs, enfin du législateur et du réglementaire, c'est de rendre, de plus imposer les normes dans la réglementation, mais de faire de la présomption de conformité. C'est-à-dire que les articles réglementaires vont être rédigés de la manière suivante, c'est que on va dire que dans les bâtiments, pour répondre au texte de loi de l'article L134-12, on aura un article de réglementation qui dira eh bien, il faudra mettre un élément de protection dès lors qu'on a une chute supérieure à 1 mètre, par exemple, et il sera indiqué que la norme NFP 01012 répond à cette exigence. Donc, de fait, une telle rédaction ne rendra plus la norme obligatoire. Et donc, je pense que la question derrière, c'est savoir si cette norme sera disponible gratuitement. Théoriquement, ça va être le cas. Ça va être le cas dans les mois à venir, je pense. Voilà. Merci Pierre. Alors, des questions concernant, j'ai vu les rampes d'escalier. Oui. Alors,
Il y avait une question particulière ou non? Alors, oui. En ce qui concerne les garde-corps d'escalier, est-ce qu'il y a des préconisations, par exemple, Oui, Ariane? alors les garde-corps d'escalier, je ne suis pas rentré dans le sujet euh, parce qu'on n'avait pas vraiment le temps, mais les rampes d'escalier sont pas vraiment modifiées. En fait, on considère que dans les escaliers, c'est pas une zone où on va stationner derrière l'élément de protection, c'est une zone de circulation. En cas de présence d'enfants, les enfants doivent être surveillés dans les escaliers aussi également. Donc les modifications à venir sur les escaliers sont pas très importantes. Une autre question, je vois, est-ce que la réglementation modifie les garde-corps existants qui étaient tolérés à 90 centimètres? Les garde-corps existants, la norme s'applique aux constructions neuves et pas à l'existant, hein. Donc, il n'y a pas de rétroactivité sur ces ouvrages-là. Également, est-ce qu'elle est applicable dans le cadre des monte-charges, table élévatrice par exemple? Alors, non, elle s'applique pas aux équipements, elle s'applique au cadre bâti du bâtiment. Autre question, je pense que tu y as répondu. Est-ce que cette norme est applicable dans le cadre des travaux de rénovation, notamment à l'intérieur des logements d'habitation pour les garde-corps d'escalier et de mezzanine? Alors, ça, c'est une question. Alors, elle s'applique. Alors, elle ne s'applique pas à la rénovation. Donc, après, charge au concepteur d'indiquer cette norme dans les marchés de travaux. Aujourd'hui, vis-à-vis du texte de loi, qui est l'article L134-12, qui indique que les bâtiments sont conçus et construits de manière à éviter les risques de chute, cette norme-là est une réponse. Maintenant, elle relève du domaine contractuel. Donc après. Ah, décidément, Pierre, tu nous as quittés. Pierre, tu nous entends? Oui. Alors, c'est pas que je ne voulais pas répondre à la question. Alors, je ne sais pas où je me suis arrêté, du coup. On a loupé les 30 dernières secondes. Ah, d'accord. Non, en fait, cette norme, c'est une norme d'application volontaire qui est en réponse à l'article L134-12 qui indique que les bâtiments sont conçus et construits pour éviter les chutes accidentelles de personnes dans le vide. Donc, cette norme, elle s'applique aux constructions neuves. Donc, on apporte une réponse à cet article-là. Après, charge au concepteur d'appliquer ou pas cette norme pour des sujets de rénovation ou pas. Enfin, c'est au choix des concepteurs. Il y a plein de questions. Écoutez, je viens de reprendre une nouvelle sur les gabarits. Où se procurer les gabarits T1, T2 et T3 pour les essais in situ? Alors, aujourd'hui, je pense qu'il y a des sociétés qui vont se lancer dans la fabrication des gabarits. Aujourd'hui, je n'en ai pas connaissance. L'idée quand même première de la commission de normalisation, c'est de définir c'est que ces gabarits aient une réelle utilité dans la conception du garde-corps, c'est-à-dire sur plan. C'était le gabarit B, c'est un losange, il est extrêmement simple à dessiner, et donc il faudra vérifier que lors de la conception sur plan, on puisse bien respecter. Alors nécessairement à la fabrication et à la mise en œuvre, on aura nécessité d'avoir des gabarits, mais ce que souligne la norme, et ce qui est un point qui est très très important, c'est que la norme insiste vraiment sur le fait que dans la conception des éléments de protection, il est absolument nécessaire de prendre la tolérance de mise en œuvre, de fabrication et de mise en œuvre des éléments. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, qu'on a une hauteur de 1 mètre, eh bien, dans la conception, il faudra pas fabriquer ou concevoir le garde-corps à 1 mètre. Il faudra prendre une marge de sécurité qui sera dépendante des tolérances des ouvrages. Alors, il y a des exemples qui sont donnés dans la norme justement pour être vigilant par rapport à ça. Voilà.
Le temps avance. Écoutez, je vais prendre 2 dernières questions et bien évidemment, toutes les questions sont centralisées. On les a enregistrées, donc voilà, dans le maximum, nous vous répondrons ultérieurement. Une question sur le génie civil, savoir si cette norme, ça a sauté, excusez-moi, s'applique au génie civil tels que les ponts, par exemple, ou seulement aux bâtiments. Non, elle s'applique aux bâtiments. Et une question, je suis navrée pour toutes les autres questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre en direct. Qu'en est-il de cette norme dans le cas d'une piscine sans garde-corps sur un côté qui donne sur un vide de plus de 1 mètre de hauteur? Une piscine... Une piscine à débordement, c'est ça? Non? Pas précisé. Alors après, parce que bon, une piscine, j'imagine une piscine extérieure avec un débordement sur la mer, avec une belle vue sur la mer. La norme traite de la notion des abords des bâtiments. Et sur cette notion des abords, elle indique que les risques de chute dans le vide doivent être maîtrisés et ils sont le fruit d'une analyse de risque en fonction des cas. Et la responsabilité va au maître d'ouvrage, c'est-à-dire de définir quelles sont les zones d'activité et quels moyens on va mettre. Et la norme permet d'employer des éléments de protection, mais des clôtures ou simplement une signalétique. Voilà. Donc là, il y a quand même, c'est pas un assouplissement, mais il y a des précisions qui sont données par rapport à la version précédente. Et donc là, on laisse un peu le libre choix au maître d'ouvrage de traiter le risque comme ils l'entendent sur la notion des abords uniquement. Hein. Voilà. Alors, c'est vrai que là, dans cette présentation d'une demi-heure, c'est très court. Hein. C'est pour ça que la commission a demandé que l'application se fasse au 1er juin pour nécessiter justement un temps d'exploration de la norme, de compréhension, de formation, et puis d'apprendre à bien lire et à comprendre entre les lignes de la norme, quoi. Voilà. Une toute dernière question, parce que j'ai vraiment l'impression que ça revient souvent concernant les allèges. Oui. Alors j'en vois une, mais alors, j'espère qu'elle répondra à toutes. Est-ce que cette norme s'applique pour les allèges de fenêtres en logement qui sont acceptés à 90 cm et donc rendre cette règle des 90 cm caduque? Alors cette règle, elle est dans la norme actuelle et dans l'article R 134.12 du CCH. La commission de normalisation considère que cette hauteur de 90 n'est pas adaptée pour des allèges masses. Et donc, on peut avoir des allèges de 90, mais sur des allèges qui ont une certaine épaisseur, qui est définie dans la norme. Merci Pierre. Merci à tous pour vos remerciements. Je vois que la présentation a été efficace, malgré quelques déconnexions en live. La technique qui malgré la technique. Un grand merci à tous. Le replay vous sera envoyé et la présentation à ceux qui la souhaitent vous sera également envoyée. On vous tient au courant pour des formations bien plus conséquentes que cette demi-heure. À très bientôt. Bon appétit et bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.